La route du Rhum n'est pas la plus longue des transatlantiques. Ce n'est peut-être pas la plus difficile non plus. Mais tous les 4 ans, à l'automne, cette course hors norme passionne les Français. Parce que c'est une course en solitaire, sur des multicoques de plus en plus rapides. C'est quand même la route du Rhum qui a créé finalement l'histoire des multicoques en France et donc l'histoire des multicoques dans le monde. C'est pas donné à tout le monde de traverser l'Atlantique sur ces bateaux en cette période de l'année. Allons de Dieu, ça pulse. Ça c'est du corps musclé, hein. Une transat qui part de Saint-Malo, point de départ des corsaires, et se termine à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, là où les galions venaient charger les barriques de rhum. C'est ce qu'on dit, c'est le meilleur moyen d'aller d'un endroit où on n'a rien à foutre jusqu'à un autre endroit où on n'a rien à foutre. C'est un voyage dans le temps que nous vous proposons sur l'Atlantique Nord, en compagnie des meilleurs marins du monde. À la route du Rhum, il n'y a pas de second. Il n'y a qu'un gagnant. Non, en multicoque, il n'y a pas d'imposteur longtemps. Non. En général, ça finit à l'envers assez vite. Grand marin, c'est comme un pilote de Formule 1. S'il a les genoux qui tremblent dans le baquet, ça va pas le faire. La victoire de Florence Artaud, la disparition d'Alain Collat, le chavirage du maxi-catamaran Royal, le doublé de Laurent Bourgnon ou la victoire inespérée de Loïc Perron ont jalonné pendant 40 ans une course devenue légendaire. De toute façon, cette route du Rhum, depuis le début, elle a écrit des pages que personne n'aurait pu imaginer. Comme d'habitude, de toute façon, la réalité dépasse toujours la fiction, même toujours. À quelques semaines du départ de la route du Rhum, Thomas Coville répète ses gammes. Nous sommes à bord de son trimaran ultime, de 31 mètres de long pour 21 mètres de large, plus grand qu'un terrain de tennis. Ah là, faut penser à tout. Là, c'est en fait ce qui est intéressant dans ces manœuvres, c'est que je fais un exercice physique qui va me mettre dans le rouge. Là. Si ça se passe pas bien, je détruis tout et voire je me mets en danger. C'est avec cet engin qu'il a battu le record du Tour du monde en solitaire et traversé l'Atlantique en solo en moins de 5 jours. Mais la route du Rhum, Thomas ne l'a jamais gagnée en multicoque. Pour un entraînement intensif et tu peux pas partir à la route du Rhum si t'es pas physiquement vraiment capable de t'engager à 100%. Alors, cette année, il ne doit pas laisser passer sa chance. Il est à l'écoute de son trimaran. C'est un gros violon qui sonne plus ou moins bien. Et à chaque cliquetis, j'ai une émotion, j'ai un doute, j'ai une frustration que ça soit pas au bon diapason et ça, je peux pas me lasser de ça. Tu crois que ça va suffire, cet instrument, pour gagner la route du Rhum? En tous les cas, c'est pas le dernier Stradivarius. C'est pas la dernière merveille du monde, parce que celle-là, elle est en construction. Mais c'est un bateau que j'ai dans mes tripes, c'est un bateau que j'ai dans ma tête, c'est un bateau avec lequel je fais corps. C'est un bateau qui a une histoire avec moi. On fait un bon duo. Tout dépend pas de moi, mais ce qu'on va faire ensemble, ça sera beau. Pour moi, la route du Rhum, ça restera toujours ce petit bateau jaune qui coupe la ligne avant Malinowski.
Une poignée de secondes après 23 jours de mer. Nous sommes en 1978. Mike Birch remporte la première édition de la Route du Rhum. Michael Birch n'est plus qu'à 10 mètres derrière Malinowski. Malinowski regarde Michael Birch. Ça y est. Michael Birch est passé. Il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski. Même Michel Etévenon, l'organisateur de la course, n'avait pas imaginé un tel final. Une course transatlantique réservée aux bateaux. Était un type qui était le créateur de la Route du Rhum, il ne connaissait rien à la voile. Son truc, c'était l'Olympia, et il travaillait avec des gens comme Dalida. Donc il n'était pas du tout du monde du bateau, mais il avait un sens du spectacle. Et en fait, ce sont les Romiers qui lui ont confié l'organisation, en quelque sorte, de la Route du Rhum. C'était la première course française. C'était la course où Michel Etévenon avait décidé qu'il n'y avait plus de limite de taille. La bonne idée de Michel, c'était on part en hiver, on arrive en été, magnifique. Et puis aussi, l'autre excellente idée, je trouve, le coup de génie, c'est d'organiser ça à Saint-Malo, qui est un espèce de théâtre formidable. Vous avez un bassin, vous avez les remparts, il y a une histoire, il y a un passé, la cité corsaire. À Saint-Malo, tout le gratin de la voile est présent. Alain Colas fait figure de favori. D'autant que son principal adversaire ne sera pas de la partie. Éric Tabarly n'a pas trouvé de bateau. 5, 4, 3... Mais il donne le départ de la course. 1, stop. Et là, il y a les deux routes qui s'affrontent. Les routes nord pour ceux qui partent Crampon-Piolet et les routes sud pour ceux qui ont plus l'habitude de faire parler les chevaux et la glisse totale. Alain Colas choisit la route sud et ses vents portants, plus adaptés à son trimaran Manureva vieillissant. Mais très vite, les nouvelles sont mauvaises. Messieurs, bonsoir. Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas, qui n'est toujours pas arrivé à Pointe-à-Pitre, mais cette fois, disons-le, on a vraiment peur pour lui. Il n'y a pas de secret, le bateau était dans un état, était fatigué quand même. Est-ce qu'il avait été bien remis en état? J'en sais rien, je ne l'ai pas vu, donc je ne me permettrai pas de former des jugements. Il était quand même handicapé suite à son accident à la Trinité. Je pense que le bateau s'est désintégré, on n'a jamais retrouvé le bateau et le bonhomme a été perdu, quoi. Selon la formule consacrée, Alain Colas disparaît en mer. Mike Birch remporte la première Route du Rhum sur son multicoque. Une première dans le monde de la voile et une véritable révolution. La Route du Rhum devient l'autoroute du Rhum pour ces géants des mers. Des multicoques toujours plus grands, toujours plus performants. En 1982, pour la deuxième édition, tout le gratin de la voile est au départ. Tabarly, Kersozon, Poupon, Artaud, Perron. Mais c'est Marc Pajot, médaillé olympique, qui prend la tête de la course à la bouée de Fréhel. Première dépression, deuxième, on a fait le dos rond, on a souffert, on a vomi. Les bateaux comme les hommes souffrent. Mais le Baulois cache bien son jeu et la poutre de son catamaran fendu. Marc ne dit rien. Il tend des câbles pour consolider son bateau. Là, je crains de devoir abandonner puisque ma poutre centrale est en train de se fissurer. Lorsque Pajot est arrivé dans la baie de Fort-de-France, tout était organisé pour lui porter assistance. Pajot a jeté l'ancre. 2 techniciens sont montés à bord de l'Elfe Aquitaine. Comme dans un rallye automobile, ces mécaniciens de la mer ont travaillé rapidement pour colmater la brèche. Je me suis dit, bon, soit j'abandonne, soit je fais un système de ligaturage. Jusqu'au moment où je coupe la ligne d'arrivée, je ne suis pas fier du tout. Et ça a tenu, mais je gérais
à distance mes poursuivants en disant bon ben s'ils me rattrapent, j'accélère, si j'accélère trop, je casse. Bon, donc voilà, c'était cette gestion très stressante. 18 jours, 1 heure et 38 minutes, c'est le temps qu'a mis Marc Pajot pour traverser l'Atlantique en solitaire, un exploit et un nouveau record. C'est la victoire d'un maître, hein, Pajot, Marc Pajot, hein, un maître de la voile quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc lui souffrait peut-être plus que certains, que nous, que moi. Je pense qu'il avait peut-être pas mal d'angoisse, mais c'est un teigneux, donc il est arrivé vainqueur de la Route du Rhum. Philippe Poupon, une autre légende de la Route du Rhum. Il participe aux 2 premières éditions, sans succès. En 1986, pour la 3e édition, il est venu avec un trimaran de 22 mètres, moins dangereux d'après lui que les grands katas. C'est sûr que ce sont des bateaux plus faciles à manœuvrer en solitaire. Ils ont moins de risques de chavirer, enfin de lever la coque. Vous partez gagnant là alors? Je pars pour gagner. Dans le bassin Vauban, au milieu des Tabarly, des Kersozon et des frères Perron, il y a aussi Loïc Karadec et son impressionnant catamaran. C'était un petit bonhomme, hein, frêle, ingénieur Supélec, mais il n'avait pas le profil du coureur au large qu'on peut imaginer, bourru, costaud, comme peut l'être un peu un Kersozon, quoi. Le premier challenge, c'est de traverser l'Atlantique déjà là-dessus, en plus de voir si on arrive premier ou pas premier. Mais c'est vrai que c'est à la fois angoissant, mais à la fois extraordinaire. La taille du mât était grand comme une voile. Donc quand vous avez encore 40-45 nœuds de vent, eh ben, ça pousse toujours, quoi. Le bateau avance et vous pouvez pas mettre le pied sur le frein, quoi. Bien sûr, il nous fait peur. Même à moi, il me fait peur, parce que le mât peut faire chavirer le bateau à partir de force 9. Le bateau peut chavirer rien qu'avec son mât. Des vents violents et une grosse mer sont annoncés pour la première semaine de course. Karadec plaisante en commentant l'apocalypse météo que leur promet les spécialistes. Pourtant, le départ sera musclé. C'est ce qui fait la fascination de cette course pour le public, qui veut voir ces gens-là. Ils ne vont pas voir des gladiateurs parce que c'est des conneries. Hein. Ils vont voir des gens qui vont traverser l'Atlantique dans des conditions qui sont très tendues. Accroché à sa barre à roues, Karadec prend un départ qui laisse sans voix tous les témoins. Cap à l'ouest, à plus de 23 nœuds. Royal fonce et personne ne suit le rythme, pas même Éric Tabarly. Seul Philippe Poupon s'accroche. Derrière, toute la meute est à la poursuite du bateau de Karadec, et notamment Philippe Poupon sur son trimaran de 22,80 m. Il ne veut pas lâcher la tête de la course, c'est normal, il en est l'un des favoris. Quand il est parti, Karadec, c'était chaud quand même. Hein. Et il le savait, hein. Il le savait que ce serait chaud, il le savait que c'était engagé. Et à la fois, la plateforme qui allait autour n'était pas du tout adaptée à ça. Il avait des tout petits flotteurs. Et à l'époque, on disait c'est des bateaux gigantesques. Aujourd'hui, on est quasiment 2 fois plus grand. On est quasiment 5 fois plus puissant. Et je me sens beaucoup plus en sécurité que ce qu'il a fait, ça c'est sûr. Vous ne seriez pas parti sur le bateau de Karadec? Oh. Les dépressions se succèdent. Depuis le départ, Karadec et Poupon se tirent la bourre. Oui, ça a beaucoup soufflé. Alors, tant qu'on maîtrise la bête et qu'on arrive à passer ce mauvais temps, bon ben, voilà, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Pas casser, évidemment, pas casser dans ces moments-là. Gérer le bateau, il faut qu'il avance, il faut pas qu'on casse, il faut maîtriser la vitesse, pas aller trop vite, pas chavirer, évidemment. Rapidement, bon nombre de favoris abandonnent. Tabarly, Kersozon, Perron ne verront jamais les Antilles. La course bascule dans le drame. On est sans nouvelles de Loïc Karadec, alors en tête.
Moi j'étais à terre et je faisais avec Jean-Yves Bernot, je faisais le routage du bateau. Moi je pense que il avait fini la dernière dépression et souvent après les dépressions il y a des lignes de grains qui passent. Et il était fatigué après la dernière dépression et je pense qu'il a été se reposer et là il y a une ligne de grains qui est passée et il s'est mis sur le toit, quoi. Autour un petit moment, je me suis rapprochée, j'ai appelé, j'ai crié voir si Loïc n'était pas à l'intérieur et puis en fait il n'y avait aucun signe de vie à bord. Moi je suis quand même très inquiète et j'ai bien peur du pire. On ne saura jamais si Loïc est tombé à l'eau avant, pendant ou après le chavirage. Ironie du sort, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière de marin à l'arrivée de la course. C'était mon principal concurrent. Bon, il a chaviré dans un coup de vent. Il avait un bateau et un maël à l'époque, peut-être, qui lui a fait un croche-pied, qu'il n'a pas dû maîtriser dans un moment difficile. Le bateau l'a surmonté, quoi. Philippe Poupon dédiera sa victoire à son ami. Les maxi multicoques sont montrés du doigt, trop dangereux pour un seul homme. La longueur des bateaux est ramenée à 18 mètres, 60 pieds. Mais c'est une autre polémique, sexiste cette fois-ci, qui naît en 1990 autour de la participation de Florence Artaud et de son trimaran Dernier Cri. Elle adorait son bateau, c'était le bateau de l'amour pour elle, c'était poétique. Et puis c'est une femme, voilà, quoi. Les gens voyaient dans Florence une petite jeune fille bourgeoise élevée dans une belle famille, etc. Or, Florence, avant tout, était un marin extraordinaire. Et c'est ce qu'avait dit Eric un jour dans une interview. On lui disait, mais comment vous considérez Florence Artaud, qui est une femme? Et il lui a dit, non, non, avant d'être une femme, c'est un grand marin. Pourtant, beaucoup doutent de ses capacités à maîtriser son engin de course. D'autant plus qu'un accident de voiture oblige Florence à porter une Minerve pour le départ. Quand elle part avec sa Minerve, on a un peu peur pour elle, quoi. Mais elle part quand même avec sa Minerve. Elle avait des côtés exubérants, totalement débridés et tout, mais elle se déballonnait pas. Et elle lâchait rien. Et en 90, elle a rien lâché. Elle en avait des grosses. Dès les premiers milles de course, Florence Artaud impose son rythme. Seuls Poupon, Birch et Bourgnon tiennent la cadence. À terre, c'est Louis Baudin qui s'occupe du routage. Elle avait compris qu'effectivement, pour gagner, il fallait qu'elle joue avec la météo. Ça l'intéressait, parce qu'elle a peur de rien. Florence, c'est la seule dont j'ai fait le routage ou avec qui j'ai navigué, où il fallait dire, Florence, peut-être qu'on se calme un peu, là. Elle avait plus d'électronique, plus de pilote, et puis sur un engin quand même pas facile. Il y a beaucoup de gens qui se disent, comment elle a fait? Cet incident qui lui arrive, cette fausse couche... c'est pas parce que j'ai une hémorragie que je vais me laisser planter par ceux qui sont derrière moi ou devant moi. Donc elle s'est battue. Après ces ennuis de santé où elle est un peu en perdition, puis ce bateau qui la survole, qui lui dit, bah écoute, Florence, t'es en tête, et qui lui remet un coup de boost. Et elle arrive première. Et puis derrière, c'est quand même des Poupons, c'est des Birch, c'est quand même des gros calibres qu'elle a laissé derrière, quand même. Même Philippe Poupon ne pourra la rattraper. J'écoutais, parce que j'étais en approche de la Guadeloupe, un petit peu derrière elle, donc je captais France Info, je crois, et donc notre ami Pierre Castelli qui commentait en direct l'arrivée de Florence. Moi, j'étais dans mon bateau. Et lui, il a une phrase extraordinaire dans sa vidéo. Lorsqu'il écoute l'arrivée de Florence Artaud à la radio, il dit « Bravo Mimine, c'est bien joué ». Et ça, c'est beau. Dans le soleil couchant, c'est une Florence Artaud exténuée qui devient, à 33 ans, la première femme à gagner une transat en solitaire. Il y a des moments dans la vie, il y a des moments dans la course au large où tout y est. Et puis là, pour Florence, tout y était, quoi. J'ai même failli abandonner. À un moment,
directement déclencher ma balise de détresse et revenir sur les assorts. Je me suis dit, bon, moi, j'ai jamais abandonné une course de ma vie, c'est pas maintenant que je vais commencer. Et quand on m'a appris, quand Bernard Dussol, l'avion Thalassa m'a survolé en me disant que j'étais encore en tête, j'y croyais pas. Elle devient, je crois, la femme française la plus connue dans le monde. Enfin, une espèce d'envolée médiatique incroyable. Celle que la France entière surnomme désormais la petite fiancée de l'Atlantique entre dans la légende de la route du Rhum. Pour moi, Florence Artaud, elle est une des plus belles images qui change l'image des femmes aux yeux du monde entier. Elle fait l'impensable, elle réalise l'indescriptible et elle bat tout le monde. Il n'y a pas de côté mixte, pas mixte, elle bat et elle gagne. Et là, il n'y a pas plus bel acte quasiment politique que ce que fait Florence Artaud ce jour-là quand elle gagne la route du Rhum. Au large de la Trinité-sur-Mer, Thomas Coville et son équipe peaufinent les derniers réglages. C'est étonnant les longueurs là, ça... Bah ouais, mais il n'y a plus rien qui va. Il faut y aller par contre les gars là. Dans quelques jours, Thomas sera seul sur son trimaran de plus de 30 mètres. Il n'y a pas de solitude en solitaire. Ça, c'est une notion de terrien. La solitude, c'est quelque chose que tu n'as pas choisi. Moi, j'ai choisi d'être tout seul quand je suis en mer. Et en mer, je ne souffre jamais de solitude. Il y a des gens dans la rue qui souffrent de solitude parce qu'ils n'ont pas choisi d'être tout seul. Moi, ici, je suis au contraire, je suis dans mon monde, je suis dans ma sphère. Je l'ai choisi, je l'ai voulu. La gageure du solitaire, c'est de se dire un jour, est-ce que je serais capable de tout faire à la place d'un équipage? Impossible sans un minimum d'équipement. À commencer par le pilote automatique, devenu indispensable sur tous les bateaux de course. Il permet de lâcher la barre et surtout la pression, pour se reposer, pour manger et pour dormir. Des actes simples de la vie de tous les jours, mais une gageure sur un engin lancé à plus de 30 nœuds, de jour comme de nuit. C'est là où je dors, où je m'installe. Donc très simplement, voilà. C'est le seul endroit du bateau où je peux m'allonger et me reposer le dos. Ce débo, il fait environ 17 tonnes et quand je m'endors dans la banette, je sens mes viscères qui bougent. Le squelette, il est pas bafoué, mais il est vraiment entraîné par l'inertie du bateau. Il ne faut pas se laisser impressionner. 20 minutes de sieste maximum et 4 heures de sommeil par 24 heures. Au bout de 20-25 minutes, il se passe ça. C'est pas anodin que c'est en dehors, c'est-à-dire que ça me demande une démarche d'aller éteindre. Je fais après une action, je m'oblige à faire une action dans le cockpit et de faire quelque chose, et puis après je peux m'autoriser de nouveau une sieste de 20-25 minutes, mais l'idée étant de ne jamais descendre vraiment dans un sommeil profond. Côté nourriture, c'est simple et efficace. Un peu d'eau chaude et le sachet de poudre se transforme en cassoulet, ou presque. Ça se résume au fait de faire chauffer de l'eau et de réaliser un lyophilisé. C'est mon dernier tour du monde, j'étais rentré avec 14 kilos en moins. Avec le stress du bateau, je mâchais plus. Du coup, on s'est mis à faire des parmentiers, on s'est mis à faire plutôt des purées, plutôt des choses comme ça. Et j'ai retrouvé l'envie de manger et je me suis retrouvé finalement à comprendre que bien manger sur une route du Rhum, c'était vital et c'était même performant. Chaque route du Rhum, il y a une histoire particulière avec. Vous en avez fait 4 quand même? J'en ai fait 4. J'en ai fait 5.
Il y en a une que je gagne, c'est la plus belle, quand je suis préparateur Laurent Bourgnon. Donc pour moi, en fait, j'ai même pas besoin d'avoir moi proprement gagné cette route du Rhum pour me l'être appropriée, parce que Laurent est tellement généreux ce jour-là que quand je vois dans son regard cette émotion, je me dis c'est ça que je veux vivre. Mèche blonde et sourire contagieux, Laurent Bourgnon incarne comme aucun autre le skipper aventurier des années 90. Il n'avait peur de rien. En 1986, Laurent Bourgnon part des îles Canaries sur ce catamaran de plage. 22 jours de mer plus tard, il arrive à Pointe-à-Pitre en même temps que son idole de l'époque, Philippe Poupon, qui lui vient de remporter la route du Rhum. Il se retrouve au même endroit 8 ans plus tard, en 1994, mais c'est Laurent la vedette. Il vient d'inscrire son nom au palmarès de la route du Rhum. C'est à ce moment-là que le grand public découvre ce funambule d'à peine 30 ans, aux cheveux longs et aux pieds nus. Il y a des gens qui sont totalement inaptes à la pratique du multicoque. Laurent, il était quasiment inapte à la pratique du monocoque. C'était trop simple pour lui. C'était pas assez feeling pour lui. Et Laurent, c'est un enfant de la balle du multicoque. Laurent était avant tout... il jouait pas tellement avec les éléments. Il allait où il fallait, il écoutait à peu près. Mais après, c'est lui qui, sur l'eau, il ne sait pas pourquoi il prend telle ou telle vague, mais il a un tel instinct, il a une telle capacité d'observation, il a une espèce de sixième sens que, voilà. Après, il savait que c'était là, il savait que c'était cet angle-là, il savait que la vague, il fallait la prendre comme ça, et qu'à la fin, ça le ferait, il serait devant. On était les meilleurs ennemis du monde, nous, à ce moment-là. Vraiment. Et il maîtrisait super bien. 98, j'ai fait une course de merde et lui a fait une course exceptionnelle. Quatre ans plus tard, en 1998, Laurent remporte pour la deuxième fois la route du Rhum devant Loïc Perron et Franck Camas. Jusqu'à ce jour, jamais personne n'a réalisé un tel exploit. Moi, j'étais assez fan de Laurent Bourgnon quand j'étais plus jeune. Et ça me faisait marrer d'être déjà bord à bord avec lui et de se battre. Et par contre, à la route du Rhum, je ne l'ai pas vu. Il est parti devant et il est resté devant super loin. Donc, il avait vraiment un fond de jeu et d'expérience sur ces bateaux-là qui était impressionnant. Laurent, c'est quelqu'un qui était à la fois dans un affectif terrible, mais aussi un séducteur. On tombait sous le charme, on aimait ou on détestait. Et moi, je suis tombé amoureux de Laurent à ce moment-là, mais d'un amour fraternel, sincère. Et c'est cette rencontre qui aujourd'hui, vit encore en moi. Et lorsque Laurent, qui vient de remporter la route du Rhum en multicoque quelques jours auparavant, vient au devant de son ami Thomas, en passe de gagner la course dans la classe des monocoques, la rencontre a quelque chose de magique. Tu tires jusqu'au SAT. Faut pas virer avant, faut aller au-dessus d'Alley Line. Et ça refuse, tu sais, après Capesterre. Et après, comme ça, t'arrives reaching. C'est toute l'histoire d'une équipe, d'une amitié. Et en plus, il y a des résultats, des belles histoires, des contes de fées. Et c'est l'histoire d'un conte de fées, finalement. Il y a une école Bourgnon? Non, c'est pas une école Bourgnon. C'est une équipe de gens qui ont un peu le même point de vue et la même passion. Naviguer avec un panache que peu d'entre nous sont capables de faire aujourd'hui. Donc on doit s'en inspirer.
On doit essayer. Est-ce qu'on est tous capables de naviguer comme lui? Je ne sais pas. Mais il faut s'en inspirer forcément parce que quand on gagne 2 fois la route du Rhum sur un multicoque de 60 pieds, a priori, on comprend pas mal de choses. Le fait que Laurent soit venu tout à l'heure avec le trimaran, moi ce trimaran c'est un bateau magique pour moi, c'est un bateau sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est un bateau que j'aime beaucoup et Laurent m'a beaucoup donné, m'a beaucoup appris. C'est vrai que j'ai jamais autant fait de choses depuis que je suis plus avec Laurent et j'ai jamais autant réalisé que je le devais autant depuis que je suis plus avec lui. Il n'y a pas une fois où je suis sur l'eau où je me dis pas qu'est-ce qu'il aurait dit le patron et qu'est-ce qu'il aurait fait le patron. On l'appelait le patron parce que justement c'était pas un patron. Il aimait pas ça qu'on dise ça. Pendant une dizaine d'années, les multicoques de 60 pieds dominent la course au large. Ils sont de plus en plus puissants et de plus en plus rapides, mais aussi de plus en plus fragiles. La route du Rhum 2002 sera leur chant du cygne. « 18 trimarans de 60 pieds sont au départ, dont 12 construits spécialement pour cette course. 2002, c'est la plus grande flotte de Dorma. C'est une édition complètement folle. C'est une édition folle. C'est une course où il y a plus de casques que de bateaux à l'arrivée. Personne n'imagine que ce dimanche 10 novembre 2002, la flotte va être littéralement décapitée par une tempête. Bien au contraire. Au moment du départ, je sais qu'on va se faire un peu secouer quand même. On n'avait pas encore des infos comme quoi la tête de flotte allait prendre 70 nœuds. Sur les fichiers, je crois qu'il y avait 40 nœuds de vent prévus à la pointe d'Espagne, ce qui était quand même assez... C'est pas génial, mais c'est encore praticable. 70 nœuds, c'est juste l'apocalypse, il faut être honnête. Jamais il avait été prévu que cette dépression serait aussi forte que ça. Si on avait su, je pense que le départ aurait été retardé ou un truc comme ça. Mais c'était pas du tout prévu. Les bateaux sont des vrais dragsters. On part tous comme des fous. Franck Camas qui chavire, Jean Le Cam qui rentre dedans. Enfin, là, on est dans Indianapolis. Je chavire la première nuit, comme un kata de plage, quoi, sur le côté, en pleine nuit. Le bateau sous pilote automatique. J'attaquais pas vraiment parce que je venais juste de réduire la toile. Donc voilà, il y a une risée, bateau qui commence à pencher beaucoup et je me jette sur la barre et j'arrive pas à temps pour pouvoir modifier le cap du bateau. Le chavirage de Franck Camas est le premier d'une longue série. Francis Joyon, puis Yvan Bourgnon et Philippe Monet chavirent au même endroit. Le Cam, dans la nuit, percute l'épave de Groupama. Tout d'un coup, je rentre dans un truc, puis je regarde, je vois rien, quoi. Je ne vois rien. Et puis j'étais obligé de sortir du cockpit, aller voir devant. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Je regardais en l'air, je dis, ouais, si c'était un cargo ou n'importe quoi, je l'aurais vu quelque chose. Là, je voyais rien. Je vais voir devant et je vois écrit Groupama avec le flotteur vert. Et Groupama à l'envers. Le lendemain, une dépression secondaire très rapide et très violente balaie de nouveau la flotte. Avaries et chavirages se multiplient. C'est au tour de Karine Fauconnier, puis de Lionel Lemonchois et de Giovanni Soldini de rentrer au port, mât et bateau cassés. Mais pour Loïc Perron, la situation semble plus délicate encore. L'état de la mer était assez dramatique, il y a donc eu pas mal de chavirages, des casses, et en ce qui me concerne, le flotteur tribord a explosé sous le choc d'une vague énorme. Et quand le flotteur se casse, ça fait qu'il y a une sorte de chaîne cataclysmique qui se met en place, et puis le mât tombe.
flippé, ouais. Ça devait être... ouais, parce que t'es tout seul sur un bateau qui se disloque dans des conditions météo qui sont comme elles sont et qui vont pas s'arranger. Ça ne doit pas être très confort, quoi. Ça doit être même bien flippant. Fred Lepeutrec abandonne un peu plus tard dans la journée. Thomas Coville jette lui aussi l'éponge et rejoint Alain Gauthier à Madère. Il quitte la course, bateau cassé. Michel Desjoyaux n'échappe pas à l'arrêt au stand, mais il repart. Quand j'ai vu l'hécatombe qu'il y avait autour, surtout devant, parce que j'avais pris un peu de retard, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire un podium, déjà, puisqu'on n'était plus que 4 en course, je crois. À ce moment-là de la course, Steve Ravussin, qui a échappé aux tempêtes, est en tête. À 1600 000 de l'arrivée, il a 800 000 d'avance, il peut rien lui arriver. Et moi, c'est pas la peine que j'aille bombarder, ça changera plus rien, quoi. Sauf que le type qui est en tête, il se retourne à 1 jour et demi de l'arrivée, c'est Steve Ravussin. Putain, je regarde à droite, à gauche, il n'y a plus que moi, quoi. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à finir. Michel Desjoyaux arrive en vainqueur à Pointe-à-Pitre. Ils ne seront que 3 trimarans de 60 pieds à atteindre la Guadeloupe. C'était pas du tout prévu que ce soit moi qui puisse gagner, quoi. C'était pas par rapport à l'expérience que j'avais, par rapport à la préparation du bateau qu'on avait. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs, à l'arrivée, j'avais employé le terme de hold-up. Comment expliquer cette succession d'avaries, de chavirages et de dématages ? Le problème, c'est que la Route du Rhum, c'est une course qui est extrêmement engagée parce que la première partie se fait dans un des endroits les plus pourris du monde, quoi, en termes de navigation. Mais le golfe de Gascogne et ses tempêtes ne suffisent pas à expliquer tous ces abandons. Maintenant, je pense que le métier a un peu changé, mais à l'époque, on avançait, on apprenait en cassant, entre guillemets. Je pense que les bateaux étaient un peu sous-dimensionnés par rapport aux conditions qu'ils ont rencontrées. Est-ce que ces bateaux n'étaient pas faits pour ça ? Pour affronter ce genre de tempête, ils étaient clairement pas faits pour ça. C'est des bateaux qui étaient très toilés, avec des mâts très hauts pour la longueur, et c'était des bateaux qui étaient dangereux, quoi. C'était des bateaux qui étaient très limites, quoi. Je pense qu'on n'a pas fait de bateaux océaniques aussi limites que ces bateaux-là, quoi. Je trouvais que c'était des bateaux où l'exercice du solitaire n'était pas vraiment adapté, quoi. Après, il y en avait qui arrivaient un peu fous à dormir à très très haute vitesse sur un patin. Moi, je préférais un peu plus contrôler les choses et j'ai eu du mal, c'est vrai, de pouvoir me lâcher complètement en solitaire sur les 60 pieds. Les multicoques sont devenus très stressants en solitaire, trop pour certains. La peur est devenue le passager clandestin de la Route du Rhum. Bertrand de Broc, navigateur célèbre pour s'être recousu la langue au cours du Vendée Globe, a choisi de briser la loi du silence après son abandon. Je voulais pas m'engager sur l'Atlantique en étant un petit peu peureux, quoi, comme je n'ai jamais été sur un bateau. Le marin perdra son sponsor à l'issue de la course. Loïc Perron, lui, décide d'arrêter le multicoque en solitaire après sa mésaventure. Ces monstres de carbone foutent la trouille. Moi, j'estime que c'était pas raisonnable de continuer. Après, je sais pas. Parce que le risque, parce que la peur, parce que... Non, mais parce que tu détruis un bateau. Moi, je suis quand même avant tout marin. Si un bateau il est cassé, je l'emmène au port, j'essaie de ne pas le casser plus. D'abord. Après, c'est sûr, je sais pas. Tous les concurrents de la Route du Rhum ont la boule au ventre. Vous partez au petit matin avec la cité corsaire, et là vous avez la boule au ventre. C'est pas possible d'être autrement. Sinon vous êtes en danger parce que vous n'êtes pas conscient du danger. Je pense que pour courir, il faut vraiment avoir le feu sacré, quoi. Faut vraiment en vouloir. Si vous y allez à reculons, sans être passionné, parce que c'est notre passion, mais il faut vraiment qu'on aime ça, parce que de temps en temps, on se demande ce qu'on fout là-dessus. C'est ce qu'on dit, c'est le meilleur moyen d'aller d'un endroit où on n'a rien à foutre jusqu'à un autre endroit où on n'a rien à foutre.
Tout le monde il a trouvé, c'est sûr, mais tout le monde il le fait parce que c'est beau. Parce que l'homme il cherche ces choses-là. Il a 35 nœuds, c'est le bordel, ferronnerie, t'es sur un corps, t'as plein de problèmes. Il faut vraiment lutter, mais bon, quand tu arrives, t'es tout content, t'as vécu des choses très fortes, tu le fais pour ça. L'édition 2006 sera une formalité pour Lionel Lemonchois, qui frappe un grand coup en établissant un nouveau record en 7 jours et 17 heures. 4 jours de moins que le précédent record détenu par Laurent Bourgnon. Il est étonnant ce bateau, quoi. Il vole, il navigue pas, il vole. Il marchait à 35 nœuds sous pilote, dans la mer, au portant sous Genac. Il m'a jamais fait le moindre coup de tordu, toujours hyper sain, toujours c'est génial. Hein. L'édition 2010, elle, marque le retour à la démesure et aux grands bateaux qui avaient été interdits 20 ans plus tôt. Car Franck Camas a osé l'impensable. Piloter en solitaire son Groupama 3, un trimaran avec lequel il vient de remporter le trophée Jules Verne en équipage. 31 mètres de long, 22 mètres et demi de large, 18 tonnes et plus de 700 mètres carrés de voilure. C'était un challenge qui, moi, m'excitait beaucoup de se dire je viens de faire un tour du monde en équipage avec 9 copains avec moi et puis je vais essayer de faire une semaine tout seul avec le même bateau. J'avais un très gros doute. Je me dis, mais comment ce petit bonhomme peut gérer un si gros bateau avec son bordel de vélo installé sur le pont pour monter les voiles et tout. Et j'avais un très gros doute. Un détail qui en dit long sur la préparation du bateau. Utiliser la force des jambes quand ses bras crient pitié. Et ça marche. Dès les premiers milles, le trimaran géant laisse sur place tous ses concurrents. La première nuit est difficile à passer, de cette route du Rhum, ça c'est évident. Tout le monde le dira. Après, quand on a passé Ouessant, ça s'ouvre un petit peu. Et on est un peu plus dans le rythme, on est un peu plus fatigué aussi le lendemain, mais à la rigueur, ça fait baisser le stress, quoi. Franck Camas fait le break. Quelques empannages plus tard, il débarque à Pointe-à-Pitre en vainqueur incontesté. Alors c'est vrai aussi qu'ils ont eu des conditions extrêmement favorables. Il a pratiquement, Camas fait tout sur un bord. Ces nouveaux géants des mers, les ultimes, font une arrivée remarquée dans la route du Rhum. Un vent de liberté cher à Michel et Thévenon souffle de nouveau sur la course. Il s'appelle Happy. Loïc Perron est allé chercher ce petit trimaran jaune de 12 mètres en Angleterre, avec un seul objectif, être au départ de la course, avec le même bateau que celui de Mike Birch, le premier vainqueur de la route du Rhum en 1978. J'avais envie, depuis pas mal d'années, de revivre mes premières sensations de transat à l'ancienne, puis aussi de rendre hommage à tous les pionniers grâce à qui la route du Rhum en est là aujourd'hui. Il tient son challenge, lui que la victoire sur la route du Rhum a toujours fui. Mais à 3 mois du départ, alors qu'il part pour sa qualification, le téléphone sonne. Je suis sur mon petit jaune et il me dit « On a un problème, qu'est-ce qui se passe ?» Armel vient de se blesser et est-ce que tu veux le remplacer? Alors là, il faut quand même se remettre dans le contexte. Hein. Je suis donc, depuis 12 ans, je n'ai pas fait de multi, en solo. Je suis sur un tout petit bateau de 12 mètres de long, en bois, à l'ancienne, un vrai bonheur, tout va bien. Et on me demande d'aller skipper à l'âge de 54 ans, je suis plus un perdreau de l'année, pas vraiment l'exemple parfait en termes d'entretien sportif, il y en a d'autres beaucoup mieux. Et on me demande d'aller remplacer l'un des meilleurs athlètes de la planète et sur l'un des plus gros trimarans du monde. Armel, c'est Armel Lecléache, le dernier vainqueur du Vendée Globe, qui doit participer à la prochaine route du Rhum dans 3 mois sur son ultime, un monstre des mers de plus de 30 mètres. Mais il vient de se blesser. Donc la réponse immédiate, c'était non. Mais non, tu déconnes, non. Puis on discute un petit peu, et puis je lui dis, mais attends, c'est quoi la deadline? Quand est-ce que tu dois te décider? J'imagine que ça doit être rapidement. Demain matin.
La nuit porte conseil, paraît-il. Et ben voilà, ça a marché. Et ok, mais il y a une autre condition, c'est que je veux quand même essayer de savoir si physiquement je peux hisser la grand voile de le deuxième plus grand trimaran du monde. Le lendemain matin en catimini, parce qu'il voulait pas que ça se sache. Là, on savait déjà dans les milieux spécialisés qu'Armel Lecléache était blessé et que forcément Banque Populaire cherchait un skipper. C'était la grande question, qui savait, avec le point d'interrogation, tu vois. Je saute dans un Zodiac, planqué dans un sac à voile à Port-Louis, pendant que Banque Pop sort avec son équipe au large de l'Orient. Je monte à bord, là je hisse la grand voile pendant une demi-heure pour vérifier, c'était mon deuxième point à ticker sur la liste. Ok, ça le fait, je fais des empannages, puis tout de suite, ok, c'est bon. Je repars à la Trinité, sans que ça se sache non plus, monter sur mon petit jaune, parce qu'on avait décidé de faire la passation officielle le lendemain. Et j'arrive au petit matin au cul du bleu. Armel est là, tu vois, je voulais qu'il y avait une symbolique importante pour moi, que deux bateaux se parlent en disant désolé, je te le prête, mais pour 4 ans, enfin, tu vois, pour quelques semaines, et puis tu me le rends dans 4 ans, et c'est ce qui va se passer. Une dernière chance pour Loïc Perron, à 54 ans, de décrocher celle qui lui résiste depuis 32 ans. Car depuis 1982, il a participé à 7 éditions de la Route du Rhum, en ne faisant pas mieux que 5e. Alors il se pose beaucoup de questions. Je ne pensais plus être capable d'être à la hauteur, et encore moins d'un des plus grands trimarans du monde, physiquement particulièrement. Comme tous les réflexes, comme toutes les compétences, il faut les entretenir, les travailler, et les travailler, on ne peut le faire qu'au plus haut niveau et dans un milieu d'agressivité. On ne peut pas s'entraîner face à la peur, on ne peut pas s'entraîner contre le sommeil. Donc quand on ne l'a pas fait depuis 12 ans, là se pose la question, est-ce que j'ai toujours ces réflexes ? Sa meilleure réponse, il la donnera sur l'eau. 6 heures après s'être élancé, il prend la tête de la course. Il ne la quittera plus. Car le duel avec Thomas Coville, son principal concurrent, a tourné court. J'ai une panne électronique dans le bateau. Il faut que j'aille m'en occuper parce que c'est lié à l'énergie et sans énergie, je ne peux plus rien faire. Et dans l'environnement dans lequel ça se passe, je suis dans le rail de cargo et je percute un cargo en pleine nuit dans 35 nœuds avec 5 mètres de houle. Et c'est un immeuble de 10 étages qui t'arrive dessus et t'es à vélo et tu représentes rien, quoi. Au moment où je lève la tête, je vois ce mur noir passer devant moi et je le touche à d'environ 1,50 m ou peut-être à 3 mètres de son arrière. C'est-à-dire que ça ne passait pas et ça aurait pu passer à 3 mètres. J'étais à 2 doigts de chavirer, ça a été très très chaud. Et puis après, j'ai hurlé. Merci Thomas, on te laisse. Merci à vous. L'état de la mer est tel que je ne peux pas me poser quelque part. Il y a un peu de stress aussi, il y a les conditions météo qui sont assez violentes, il y a le fait d'être en tête, d'avoir mon copain Thomas Coville qui s'est fait rentrer dedans par un cargo. Il y a plein de facteurs qui font que l'endormissement n'est pas simple, évidemment. Donc je me dis, je barre. Et puis je finis par m'endormir à la barre. Et à la barre, quand on tombe, je tombe du mauvais côté, le bateau se met à abattre. Donc je me suis réveillé, évidemment, immédiatement, mais sous la barre, avec le bateau qui commençait... Ça va, c'est bon, c'est une anecdote intéressante, mais qui montre bien la limite du jeu, tout le temps comme ça. Alors, un petit point à 24 heures de l'arrivée en Guadeloupe. Si tout se passe bien, c'est pas fini. On est sous la pluie, dans des grains, dans l'Alizé, après peu près 7 jours de course. En tête, à bord de ce magnifique navire. Et dehors, les conditions sont pas trop mal. On est dans les Alizés, au portant, on est avec les poissons volants, direction la Guadeloupe, où si tout va bien, on arrivera entre dimanche et lundi.
Loïc Perron remporte enfin la route du Rhum à 23 nœuds de moyenne en 7 jours et 15 heures. Un nouveau record. Une coupe que Thomas Coville aimerait bien brandir cette année peut-être. Il est l'un des favoris dans la catégorie ultime, la plus prestigieuse, mais aussi la plus dangereuse. Il faut avoir de l'appréhension quand tu navigues en ultime. Le mec qui navigue sans appréhension et qui a pu la petite boule, effectivement, qui le fait douter, il est en danger sur un bateau comme ça. Les ultimes sont devenus des bateaux volants, grâce aux foils, des appendices sous les coques qui permettent aux trimarans de voler au-dessus des vagues. Moi, il y a un truc qui me fascine et qui me fascine sur cette édition, c'est qu'en effet, il y a des bateaux qui vont voler. C'est quasiment la première fois que des bateaux volants seront sur une course au large. Et je pense que la route du Rhum, elle a toujours vu au départ des bateaux innovants, des bateaux assez révolutionnaires à chaque moment de leur histoire. Et là, on est en train de vivre dans le monde de la voile une révolution sans précédent. Reste à savoir si le bateau qui vole sera forcément celui qui gagnera la route du Rhum. Il est probable que seul le ciel a la réponse à cette question, au propre comme au figuré.